Comme je le disais encore, bonsoir et bienvenue à tous. C'est pour moi un grand plaisir de de nous recevoir en fait dans ces lives où nous sommes en train de parler du cloud et du big data. Nous avions commencé déjà hier et nous avions vu le premier jour, on a essayé de démystifier c'était quoi les clouds. Nous avions dit que les clouds étaient juste les nuages. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler de big data. OK? Je pense que je vais fermer ici que je sois focus juste à mes slides. Voilà. Euh, donc, je disais donc bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième jour. Et aujourd'hui, nous allons entrer vraiment dans un sujet euh, qui impressionne beaucoup. Des fois, beaucoup de gens, quand on parle des big data, le mot ici fait peur. OK? Et je vais être très clair avec vous. Le big data n'est pas un monstre technique. C'est au fait une réponse logique à l'évolution des données dans le monde réel. Comme je le disais tantôt, hier, nous avons répondu à la question où et comment on va analyser les données, les grandes quantités de données. Et nous avions dit que nous allons euh, analyser les données dans les clouds. OK? Et aujourd'hui, alors, nous allons répondre à une autre question fondamentale. Que faire quand les données deviennent un peu trop grandes, trop rapides ou trop complexes pour les outils classiques, notamment Excel, SQL, Power BI, comment, OK, on va faire pour analyser ces données qui deviennent trop grandes, trop rapides ou trop complexes. Et c'est exactement même le rôle du big data. Euh, euh, ce que beaucoup de gens pensent que le big data, c'est uniquement réservé aux data engineers. OK? Et certains d'autres pensent que le big data, c'est trop complexe pour un data analyst. D'autres pensent que le big data, ce n'est pas du SQL, donc ce n'est pas pour eux. Et tout ça, c'est vraiment faux. Un data analyst moderne, comme nous l'avions dit dans la première leçon, dans le premier live, un data analyst moderne travaille sur des volumes de données de plus en plus grandes. Il va analyser des données presque en temps réel et il va interagir avec des architectures big data même sans les construire. Et c'est pourquoi c'est important de, de comprendre en fait comment les clouds et les big data fonctionnent et comment on peut travailler là-dedans. Alors, qu'est-ce que nous allons voir, qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Vous devez savoir que ce deuxième jour n'est pas juste là pour vous transformer en ingénieur big data. Non, c'est pas mon objectif de vous transformer en ingénieur big data parce que dans une seule formation, je ne peux pas le faire. Dans une seule journée, dans un seul live, je ne peux pas le faire. Et donc, mon objectif ce soir sera euh, de vous permettre de comprendre, OK, qu'est-ce qui est réellement les big data, de parler le langage des équipes data, de savoir où se situe votre rôle en tant que data analyst et ne plus être bloqué ou intimidé par des architectures big data. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'on appelle big data et pourquoi ces termes existent. Nous allons aussi voir les grandes architectures utilisées en entreprise. Nous allons parler des outils majeurs que vous attendrez partout, sans pour autant entrer vraiment en détail. Je sais qu'il y a déjà plusieurs vidéos sur YouTube qui parlent, mais que ce soit des Hadoop, Spark ou Kafka. Je verrai si après-demain nous pourrions parler d'un outil ici, sans vraiment entrer en détail. Et donc, ce soir, je vous donne juste les indispensables à connaître, les termes que vous rencontrerez toujours, OK, lorsque vous travaillez avec les big data. Aussi, nous allons aborder les liens entre big data et les clouds. Et si le temps le permet, on va parler d'un cas d'usage réel. Ce que vous devez savoir vraiment avant que nous ne commencions, vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur, un data engineer pour comprendre en fait les big data. Vous avez juste besoin de logique, de contexte et de vision. Et c'est ce que nous allons
faire dans cette formation. Comme vous le savez, cette formation fait partie des plusieurs formations que nous avions tenues cette année. Depuis le début de l'année, nous avions tenu différentes formations, que ce soit sur les statistiques pour les data analysis, que ce soit Excel, SQL, Power BI, Python. Nous avons parlé des tableaux, nous avons parlé de tout ce qui est LinkedIn, intelligence artificielle, comment les analystes des données utilisent actuellement l'intelligence artificielle. Nous avons parlé des outils de collecte des données, l'analyse statistique avec des outils comme SPSS ou Stata. Nous avions aussi parlé de la gestion de projet, data. Et voilà, nous sommes en train de parler du cloud et de big data pour l'analyse des données. Si vraiment vous avez raté, comme je le dis toujours, si vous avez raté une leçon, allez sur YouTube, tapez Oscar Accenti, venez dans la partie playlist et vous allez voir toutes les formations que nous avions tenues là et vous allez suivre. OK? Comme vous le savez, toutes nos formations sont gratuites. Donc, pour y accéder, vous n'avez rien à payer pour cette année 2025. Je sais que l'année prochaine, ça sera un peu différent. Mais pour cette année 2025, vous n'avez rien à payer. Si vous voulez avoir votre certificat, c'est à 27 $, même pour cette formation sur les clouds et le big data. Si vraiment vous voulez obtenir votre certificat à la fin de la formation, je vous demande juste d'effectuer le paiement de 27 $ et vous aurez votre certificat. Les liens se trouvent en description, soit de la vidéo ou dans le message que j'ai envoyé pour pouvoir accéder à votre certificat à la fin de cette formation. En fait, les certificats ne veut pas dire que vous devenez expert, mais ça teste, ça certifie des nouvelles compétences que vous avez acquis au fait. Et donc, je nous encourage vraiment, c'est la meilleure façon de se souhaiter des joyeuses fêtes de Noël si vous effectuez votre paiement du certificat. Et si vraiment vous voulez aller un peu plus loin, l'option Microsoft est toujours encore disponible jusqu'au 31 de ce mois et vous pouvez opter toujours pour ça. Je ne sais pas si j'ai encore à me présenter, mais pour ceux qui nous rejoignent encore pour la première fois, je suis Oscar Accenti, je suis ingénieur en informatique et je suis dans le monde de la data actuellement. Et pour moi, je trouve que ma passion, c'est de partager avec vous tout ce que j'ai appris en informatique, en fait. Voilà, sans pour autant tarder, je pense nous allons évoluer. Si jamais il y a des questions, vous pouvez écrire dans les chats. De temps en temps, je serai en train de revenir dans les chats s'il y a des questions et y répondre. Et si aussi il y a d'autres préoccupations, vous pouvez écrire dans les groupes et je vais y répondre. Et ceux qui vont nous suivre sur YouTube, vous pouvez écrire vos préoccupations en commentaire et je vais répondre à ça. Et sans pour autant tarder, commençons par définir au fait, avec des définitions simples et professionnelles, qu'est-ce qui est le big data? Je nous demanderai vraiment de fermer nos microphones pour ne pas créer de bruit. OK. Est-ce que vous pouvez fermer vos microphones, s'il vous plaît? Ceux qui ouvrent leur microphone. Voilà, je pense que comme ça, c'est bon. Alors, j'étais en train de demander qu'est-ce qui est le big data? Euh, Quand on parle des big, cela veut dire quoi en français? Les big. Big. Si on dit big, c'est un mot anglais et data, c'est un mot anglais. Littéralement, comment on peut traduire ça? Je vais voir dans les chats. Qu'est-ce que vous attendez par big? Big. Si on dit this person is big. Ah, personne ne parle anglais ici dans les lives. Ah, ok, je vois Monsieur Gaston qui dit grande donnée, une traduction littérale, c'est bon déjà. Avec ce que Gaston dit, je pense, vous comprenez, le big, ça montre juste euh, 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 la grandeur en fait. Et data veut dire données.
Et donc, le big data va désigner l'ensemble des données qui sont trop volumineuses, mais pas juste volumineuses, trop rapides ou trop complexes pour être stockées, traitées et analysées efficacement avec des outils traditionnels comme Excel, les bases de données classiques ou les business intelligence locales. Les points importants ici de ce que vous devez savoir, les big data n'est pas défini uniquement par la taille. Nous avons parlé volumineuse, trop rapide et trop complexe. Alors, pourquoi les big data? En fait, avant, les entreprises travaillaient avec des bases de données relationnelles, okay? Des données qui sont structurées, des volumes, avec des volumes raisonnables, disons quelques milliers ou millions de lignes. Okay? Nous avions vu, quand nous avions parlé d'Excel, qu'Excel n'était limité qu'à stocker à peu près 1 48 000 lignes. Okay? Mais imaginez qu'une entreprise commence à enregistrer des données qui dépassent ce qu'Excel peut contenir. Okay? Là, nous allons alors parler de big data. Et aujourd'hui, les données viennent de partout, que ce soit des applications mobiles, des sites web, des réseaux sociaux, des capteurs IoT. IoT veut dire Intelligence of Things, Internet of Things, autant pour moi. Des transactions bancaires, des logs de serveurs, des clics utilisateurs. OK? Tout ça, ça crée trop de données et c'est là trop vite et des données qui sont très différentes. Et donc, les outils classiques vont se casser et les big data va devenir nécessaire. Et ça nous amène à parler des 5 V du big data. Donc, aucune formation de big data, on ne peut jamais parler de ces 5 V. Auparavant, on parlait de 3 V, donc volume, variété et vélocité. Mais aujourd'hui, on parle des 5 V du big data. Et les premiers V ici veut dire tout juste volume ou bien la quantité massive des données. On peut, par exemple, avoir des téraoctets ou des pétaoctets de données. Vous voyez, c'est trop grand. On peut, par exemple, avoir 2 milliards de lignes de transactions, des années de données historiques. Quand on veut analyser ces grandes quantités de données, on va utiliser les big data et ça fait référence à ces premiers V qui est volume. Prenez un exemple, par exemple, une banque qui enregistre des millions de transactions par jour et qui doivent être enregistrées. Après une année, ils auront une grande quantité de données. OK? C'est le premier V ici qui fait référence au volume et la première caractéristique du big data. Le deuxième V, c'est, laisse-moi parler de la vélocité. En anglais, on parle de velocity ou bien speed of data generation. En fait, c'est la vitesse à laquelle les données sont générées et doivent être traitées. Prenez par exemple les données qui doivent être analysées en temps réel, des flux continus en streaming. Tout ça, ça rentre dans les deuxième V du big data qui est la vélocité, la vitesse à laquelle les données sont générées. Imaginez que vous voulez analyser des paiements frauduleux. Vous travaillez pour une banque et vous voulez analyser le paiement frauduleux en quelques secondes. Vous voulez détecter si un paiement est vrai ou faux. Ça doit être analysé en temps réel. Imaginez que vous voulez faire le suivi du trafic sur un site e-commerce en temps réel. Avec des outils classiques, ça ne va pas se faire, mais avec les outils du big data, ça va être possible parce que c'est défini par ces deuxième V ici qui est la vélocité. La vélocité, j'ai dit, c'est au fait la vitesse à laquelle les données sont générées
et doivent être traités. Les troisième V, ou bien troisième caractéristique de Big Data, c'est la variété. La variété fait référence à la diversité ou bien aux différents types de données. On peut, par exemple, avoir des données qui sont structurées en table SQL. On peut avoir des données qui sont semi-structurées, comme des fichiers JSON. On peut avoir des données qui sont non structurées, comme des textes, des images, des vidéos, etc. Si, par exemple, vous voulez analyser les commentaires des clients, les clients envoient des commentaires ou des reviews par rapport à votre produit et vous voulez analyser ça. Imaginez que je vais analyser les commentaires des gens qui commentent mes vidéos sur YouTube. OK? Je ne vais pas analyser ça comme j'analyse des fichiers sur Excel ou bien faire des formules. Non, 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 non. Ici, je vais utiliser des outils du big data parce que j'ai des données qui sont non structurées. OK? Ou bien vous voulez analyser des données des navigations web. Avec les big data, nous avons la possibilité d'analyser une grande variété de données. Des données structurées, des données semi-structurées et même des données non structurées. Dans le passé, on s'est limité à ces 3 V, volume, variété et vélocité, mais par la suite, on a vu qu'il fallait ajouter des autres V, notamment la véracité et la valeur. Veracity et value. La véracité, au fait, pourquoi on a ajouté la véracité? C'est pour se rassurer de la fiabilité des données. On peut avoir des grandes quantités de données qui proviennent de différentes sources et qui se génèrent en fait à une vitesse plus élevée. Mais est-ce que ces données sont vraies, OK, pour être analysées? C'est pourquoi on a ajouté dans les 3 V initiales, les 4 V du big data qui est la véracité ou la qualité et la fiabilité des données. Deux fois, on a des problèmes fréquents lorsqu'on veut analyser les données. C'est soit les données ne sont pas complètes, donc les données sont incomplètes, les données sont par exemple bruitées ou bien les données sont contradictoires. Avec les big data, on va se rassurer qu'on analyse des vraies données. OK? Et le cinquième V, c'est value. Value qui veut dire valeur. En fait, c'est la capacité à transformer la donnée en information utile. Normalement, et pratiquement, je dirais, avoir beaucoup de données ne sert à rien si on ne peut pas les analyser, si on ne peut pas prendre des décisions avec. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise, disons une banque, et vous voulez identifier les clients à risque ou vous voulez optimiser les ventes, ou bien vous voulez réduire la fraude, ou vous voulez améliorer l'expérience utilisateur, vous allez utiliser les données qui ont de la valeur et qui vont répondre euh, aux questions de votre business, au fait. Voilà là les 5 V du big data, les 5 caractéristiques de données du big data. J'ai dit un, volume, grande quantité de données, la variété, la diversité des données, la vélocité, la capacité ou bien la rapidité à laquelle les données sont générées, la véracité. La véracité, c'est la qualité et la fiabilité des données et la valeur, c'est la capacité à transformer la donnée en information utile. Vraiment, ce slide est important dans la leçon d'aujourd'hui. Voilà là les 5 V du big data. Si on essaie un peu de faire la comparaison par rapport à la data classique et le big data. Avec la data classique,
on analyse des données qui sont limitées. Alors que dans le big data, nous analysons des grandes quantités de données, OK? De volumes massifs. Avec la data classique, donc, par défaut, on a des données qui sont structurées. Alors que dans le big data, on peut avoir des données qui sont variées, soit structurées, semi-structurées ou même non structurées. Avec la data classique, on fait des traitements en batch simple, alors qu'en big data, on a des données qui peuvent être analysées en temps réel. Là, je fais référence au streaming. Ici, dans le big data, on va stocker nos données dans les serveurs locaux ou même sur l'ordinateur dans des petites entreprises. Alors que dans le big data, les données vont se stocker dans les clouds que nous avions vus dans les derniers lives. Et dans la data classique, on va utiliser les outils traditionnels comme Excel, SQL pur ou bien Power BI pour pouvoir l'analyser, alors que dans le big data, nous allons utiliser des outils distribués. Voilà là la petite comparaison qu'on peut avoir entre la data classique et les big data. Et une chose que vous devez retenir ici, ce n'est pas l'analyse qui va changer, mais au fait, c'est l'échelle et l'architecture qui va changer. Alors, qu'est-ce que le big data change pour un data analyst? Je pense que ça, c'est très important pour vous. En fait, un data analyst n'analyse pas moins avec le big data. Il va plutôt analyser différemment. OK? Les données ne tiennent plus sur un seul ordinateur, les quartiers sont distribués, les requêtes sont optimisées pour de gros volumes, les sources sont multiples. OK? On analyse différemment. Mais les raisonnements analytiques vont rester le même. Donc, tout ce que nous avions appris dans les séances passées, les raisonnements vont rester le même. Les SQL vont rester central et tout ce qui est KPI, les indicateurs clés de performance vont rester le même. OK? Donc, tout ce qu'on avait déjà appris va nous servir quand on va faire la pratique ici dans le big data. Ce que vous devez retenir est que le big data n'est pas une révolution de l'analyse, c'est au fait une révolution de l'infrastructure au service de l'analyse. Sans pour autant tarder, parlons de l'architecture du big data. Nous allons voir pourquoi une architecture du big data est indispensable. Nous allons parler des différentes architectures, par exemple l'architecture Lambda, l'architecture Kafka, l'architecture Kappa et pas mal d'autres choses que nous allons voir ici. Euh, Est-ce que... Voilà. Apparemment, il y a un slide que je n'ai pas mis ici. OK. Mais avant d'entrer dans différentes architectures comme l'architecture Lambda ou l'architecture Kappa ou même Kafka, vous vous demandez pourquoi une architecture peut être Big Data indispensable. Quand les données deviennent très volumineuses, très rapides ou très variées, on ne peut plus, au fait, tout stocker au même endroit, tout traiter de la même manière ou bien tout analyser avec un seul outil. Il faut donc une architecture. En fait, cela veut dire une organisation claire de la collecte, du stockage, du traitement et de l'analyse des données. Et là, nous avons plusieurs architectures. L'architecture que vous rencontrerez très couramment, on appelle ça l'architecture lambda. En fait, l'architecture lambda est une architecture big data qui est conçue pour gérer à la fois des données historiques, qu'on va appeler batch, et des données en temps réel, qu'on va appeler des streaming. Et l'image ici représente au fait l'architecture
Lambda. L'architecture Lambda a 3 couches. OK? On a le batch layer ou bien les données historiques layer. OK? Ici, ça stocke toutes les données historiques, ça récalcule le résultat complet et c'est très fiable, mais avec un petit bémol, c'est lent. Exemple, vous voulez analyser l'historique des 5 ans de transactions des clients. Donc, ça va se passer ici sur les batch layers. On a la deuxième couche qui est les speed layers ou bien même stream layers, comme les data engineers le disent. Ici, ça va nous permettre de traiter les données en temps réel. Ça va nous fournir des résultats immédiats et c'est un peu moins précis, mais très rapide. Imaginez que vous travaillez pour une banque et vous voulez faire la détection instantanée des fraudes bancaires. Donc, ça va se passer ici à la deuxième couche, speed layer. Et à la troisième couche, ou bien les saving layer, ça va rendre les données disponibles pour l'analyse et c'est tout ce qui va servir pour les dashboards, les outils de business intelligence comme les Power BI. Et donc, la même chose qu'on faisait sur Power BI ou bien sur Tableau va venir se faire à la troisième couche. Ça a plusieurs avantages. Ça nous permet de gérer les temps réels et tout ce qui est historique avec les 2 premières couches. C'est trop robuste et adapté aux grandes entreprises. L'inconvénient est que l'architecture lambda est un peu complexe à maintenir, double logique de traitement et très coûteuse, à moins que votre entreprise paye pour ça. Les data analysts vont se servir plus de cette troisième couche pour faire tout ce qui est SQL, pour pouvoir travailler avec des outils comme SQL, des outils de business intelligence comme Power BI et faire tout ce qui est les indicateurs clés de performance. Donc, tout ce que vous devez retenir, l'architecture lambda, comme je l'ai dit ici, c'est juste une architecture du big data qui va nous permettre de gérer tout ce qui est historique des données et analyser des données en temps réel. Nous avons une deuxième architecture qu'on appelle l'architecture Kappa. J'ai essayé de trouver une représentation sur Internet. Ça, c'est pas moi qui ai fait. L'architecture Kappa, en fait, c'est la version simplifiée de cette architecture lambda. Tout est traité comme un flux. Ouais, c'est comme un flux. Nous quittons des sources de données, nous allons en temps réel et donc ça suit un flux. Voilà. Euh, voilà. Et son fonctionnement, comme vous pouvez le voir ici, nous avons une seule couche de traitement. Les données arrivent en continu et les recalculs se font en rejouant le flux. Nous quittons de la data, nous venons dans les temps réels, nous venons dans l'application, dans le stockage et on peut revenir toujours comme ça. Imaginez que vous voulez faire des analyses des données d'utilisateurs qui vont sur un site, tout ce qui est clic, achat, navigation, voyez, tout ça, ça va se faire en temps réel. Les avantages c'est qu'on a une architecture aussi simple, plus simple, moins de duplication et parfaite pour faire des analyses en temps réel. Tout ce qui est limite ici est qu'on a moins, au fait, c'est moins adapté au calcul historique lourd et ça dépend fortement des outils de streaming que vous utilisez. En tant que data analyst, vous pouvez utiliser cette architecture pour faire l'analyse des données en temps réel, faire des suivis des KPI dynamiques ou si vous voulez travailler en collaboration étroite avec les data engineers.
lorsqu'on parle de big data, surtout quand on est analyste des données, il y a des notions vraiment qui vont encore revenir. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu des notions comme data lake ou les data warehouse. Est-ce que vous avez une fois entendu parler du data lake ou du data warehouse? Peut-être ceux qui sont qui ont un abonnement Microsoft. Je ne sais pas si je vais voir là. Attends, je vais voir si je vais montrer quelque chose normalement que vous devez connaître comme un data lake. Pour ceux qui sont sur Microsoft Fabric, espérons que ma connexion ne va pas bugger. Comme ça charge et que je revienne un peu. En fait, comprenez les data lakes comme un réservoir brut de données. Vous pouvez voir ici, c'est comme un lac où on va stocker toutes les données de tout le format, tout ce qui est données brutes. OK, on va venir stocker ici dans notre lac. Hein. C'est le lac de données, data lake. Les data lakes, en fait, est la matière première pour un data analyst. Ici, on peut avoir des données de tout type, hein, des données d'Internet of Things, des images, les CSV, les JSON, tout va venir se stocker ici. Et puis, il y a une autre chose qu'on appelle la data warehouse. En fait, la data warehouse, c'est lorsqu'on a récupéré nos données du data lake, on les amène vers les data warehouse. Là, dans cette partie, on a des données qui sont propres et structurées pour être analysées. Donc, ce sont des données qui sont nettoyées, structurées, optimisées pour l'analyse et en fait, les data warehouse nous donnent des données qui sont prêtes pour être analysées. Si jamais donc vous tombez sur le mot tel que les data lake, sachez que ça fait vite référence au lac de données où toutes vos données du big data sont stockées. Le data warehouse, c'est là où vous avez vos données qui sont propres. Je voulais vous montrer quelque chose ici. Malheureusement, ma connexion Internet ne permet pas que je montre euh, l'équivalent du data lake sur Microsoft Fabric. Oh, ça continue à tourner. Je ne sais pas même si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Vous êtes bien Ok. reçu. Ah, ok, Oui, on ok. vous entend, 5 sur 5. Ah, c'est bon, parce que ici, j'essaie d'actualiser. Je vois pas, ça ne me permet pas d'ouvrir là. Attends, je vais essayer d'y accéder à partir de Teams. Hmm, voilà. Peut-être si je vois Microsoft 365, que je ferme ça. Ok, c'est bien connecté. Et, mhm. Des fois, Fabric fait ça. Ok. Je pense, les jeudis, nous allons, donc, après la séance de demain, nous allons essayer un peu de faire la pratique par rapport à tout ce que je suis en train de dire parce que hier, aujourd'hui et demain, tout ce qu'on fait, c'est un peu théorique, mais les 14 jours, je veux qu'on fasse quelque chose de pratique, comme ça que tout ce que nous sommes en train de faire puisse faire sens et que vous puissiez vraiment palper du doigt par rapport à tout ce que nous disons dans cette formation. Euh, voilà. Power BI s'ouvre, mais pourquoi Fabrique?
ne me permet pas d'accéder à ça. Voilà, je pense qu'on pourra y revenir le jeudi. Hem, donc tout ce que j'ai dit là, tout ce que vous devez retenir à une data lake, c'est juste un réservoir brut des données et les data warehouse, c'est, là où nous avons les données structurées et propres à être analysées. Si on essaie de faire une petite comparaison entre les data lake et les data warehouse, dans les data lake, nous avons les données brutes. Là, on stocke tous les formats, structurés, non structurés, semi-structurés, tout est ici. C'est flexible, technique et exploratoire. Alors qu'ici, dans les data warehouse, nous avons les données qui sont déjà nettoyées, structurées, optimisées pour le business intelligence, orientées métier et ça va nous aider à prendre des décisions business. Alors, voyons en fait la vue d'ensemble, en fait, vue globale d'une architecture big data moderne. J'ai fait un post sur LinkedIn où j'ai vraiment expliqué ça. Et, et je pense, ça, personnellement, je crois que ça représente clairement la vue globale d'une architecture big data moderne. Ça montre en fait comment les données en fait, ça montre le parcours des données dans une entreprise. Les données viennent de plusieurs sources. On a par exemple, les données peuvent venir par exemple des applications, des capteurs, ça peut venir du web, ça peut venir du fichier CSV, des fichiers Excel, de plusieurs sources. Et une fois cela est fait, une fois on se connecte aux sources, ça va passer par le batch, ce batch ou bien des streaming dans la partie ingestion des données. Donc, c'est ça, comprenez ça comme euh, une passerelle entre la source des données et les data lakes. OK? Une fois les données ont traversé l'ingestion des données, ça va être stocké dans les lacs ici, data lake. Et là, il y a toutes les données sans pour autant les nettoyer. Okay? On a les données brutes ici. Et puis, normalement, les data engineers font des transformations, tout ce qui est nettoyage, enrichissement, faire des agrégations pour faire passer les données dans les data warehouse. Et là, nous avons des données qui sont un peu plus propres que les analystes des données vont alors pouvoir analyser avec des outils comme SQL, comme Power BI et ça va nous permettre alors de pouvoir faire tout ce qui est reporting. Ce que vous devez retenir, c'est que les data lake va tout stocker, les data warehouse va expliquer les métiers et les data analyst va transformer ces données en décisions. Donc, personnellement, je crois que c'est important pour vous en tant que data analyst de comprendre les données que vous analysez viennent d'où. OK? C'est pas que les données ont été générées, vont provenir d'une source, exactement vous allez analyser. Il y a toute une chaîne que les données vont suivre avant qu'elles soient analysées par les data analysts. Ce slide est important et vraiment c'est important à retenir ça. Donc si vous pouvez faire des captures, heureusement vous avez les slides, je pense que ça vous sera utile peut-être dans des interviews ou ailleurs. Qu'est-ce que nous allons, parlons un peu rapidement de l'écosystème Big Data, sans aussi entrer trop en profondeur, parce que je sais l'écosystème Big Data contient plusieurs choses, tout ce qui est Hadoop, tout ce qui est Spark, et dans Spark, là, il y a beaucoup de choses. Kafka, je sais qu'il y a beaucoup de choses dans l'écosystème Big Data, mais personnellement, ce soir, je vais juste vous présenter
quelques éléments de l'écosystème Big Data dont vous devez savoir. Avant de parler de l'écosystème Big Data, vous devez savoir que le Big Data n'est pas un outil unique, en fait. C'est un écosystème technologique qui travaille ensemble. Et la première chose dans cet écosystème que vous devez savoir, c'est cette architecture Hadoop. OK? En fait, c'est la fondation historique même du Big Data. Hadoop, en fait, c'est un framework Big Data qui est conçu pour stocker de très grandes quantités de données, traiter des données de manière distribuée et utiliser les clusters de machines. En fait, les Hadoop comportent trois composants clés que vous pouvez voir ici. Nous avons les HDFS ou bien les Hadoop Distributed File System. C'est les systèmes de stockage distribués. Il va stocker tout ce qui est fichier stocké, fichier en fait, découpé en blocs et tout ce qui est fichier. Comment je vais expliquer ça? Est-ce que j'ai mis un slide? Non, je n'ai pas mis des slides là. Je disais que les Hadoop comportent trois composants clés. Nous avons les HDFS, nous avons les YAN que vous voyez ici au milieu, et nous avons les MapReduce. OK? Les HDFS va nous permettre de stocker toutes les données. Les YAN va nous permettre de faire la gestion des ressources. Et les MapReduce sera notre modèle de calcul distribué. Bien que le MapReduce, actuellement, c'est peu utilisé, mais c'est remplacé par le deuxième élément de l'écosystème qui s'appelle les Spark. C'est au fait le moteur moderne du Big Data. Les Spark, comme c'est écrit ici, c'est un moteur de traitement du Big Data qui est ultra rapide, in memory et compatible avec le batch et le streaming. Et c'est représenté souvent par ça. Et aussi, ça comporte plusieurs composants. On a par exemple les Spark SQL que les data analysts utilisent souvent. Et probablement, si vous êtes allé sur Internet, vous allez voir qu'il y a les Spark, Java, Spark Python, Spark, je ne sais pas quoi et quoi, Spark Scala. Mais les data analysts utilisent très souvent les Spark SQL ou bien les Spark Python, qu'on appelle les PySpark. Très souvent, ce sont les data engineers qui utilisent ça. Tout ce que vous devez savoir, vous, est que les Spark, c'est juste un outil central pour les data analysts en Big Data. Le troisième élément de l'écosystème Big Data, c'est les Kafka. Là aussi, à titre informatif, sans pour autant aller un peu trop en profondeur, parce que tous ces outils ici, c'est plutôt les data engineers qui utilisent ça plus que les data analysts. Les Kafka, au fait, c'est une plateforme de streaming des données qui va nous permettre de faire la transmission en temps réel et la gestion du flux en continu. Quel sera le rôle du data analyst ici? Comme je le disais, c'est rarement utilisé par les data analysts parce que ça demande de manipulation directe. Il y a aussi des consommations de données qui sont déjà traitées et ça fait référence aux analyses en temps réel. Voilà là les trois termes qui, je pense, qui sont importants, que vous devez aussi savoir. Les Hadoop,
qui est un framework de Big Data qui est conçu pour stocker les grandes quantités de données. Nous avons les Spark, qui est le moteur moderne du Big Data. Et ce qui est essentiel ici pour les data analysts, c'est les SQL Spark. Je pense que je vous enverrai d'autres ressources complémentaires qui vont vous aider par la suite. Et aussi, ce qui est rarement utilisé, les Kafka, qui est une plateforme de streaming en temps réel. Une plateforme, en fait, d'analyse des données en temps réel. Voilà. Parlons de la vie d'ensemble de l'écosystème Big Data. L'architecture typique est que les Kafka collectent les données en temps réel. Dans les data lakes, nous allons stocker toutes nos données. Avec Spark, nous allons faire les traitements et l'analyse des données. Dans les data warehouses, c'est là où les analystes vont se connecter pour pouvoir faire tout ce qui est visualisation et aider les entreprises à prendre des décisions par rapport à aller en business. Ce que vous devez maîtriser en tant que data analyst, c'est juste comprendre qu'est-ce qui est les Spark SQL. C'est la même chose que les SQL. Je pense que j'ai dit, je vous montrerai. On essaiera de rentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Comprendre cette différence entre les data lakes et les data warehouse et aussi quelques notions du streaming. Ce qui n'est pas vraiment important pour vous, et c'est pourquoi je suis allé un peu vite par rapport à ça, tout ce qui est administration Hadoop, la configuration Kafka ou des infrastructures à bas niveau. Il nous reste quelques minutes, et dans les quelques minutes, laisse-moi rapidement parler du big data et du cloud. Comment ces deux éléments se rencontrent avant de prendre tout ce qui est question ou préoccupation par rapport à tout ce que j'ai dit ce soir. Pourquoi les big data est né avec les clouds? Avant les clouds, faire du big data signifiait acheter des serveurs très coûteux, installer Hadoop manuellement, gérer tout ce qui est panne, surdimensionner l'infrastructure. Et seules les très vraiment grandes entreprises pourraient se les permettre. Alors, aujourd'hui, c'est que les clouds est venu changer. Les clouds nous a apporté tout ce qui est des ressources à la demande. Et le premier jour, nous avions vu plusieurs fournisseurs du cloud. On avait parlé des Amazon Web Services, on a parlé de Azure, on a parlé de Google Cloud Platform. Ces outils nous ont apporté des ressources à la demande, une facturation à l'usage. Je me souviens, il y a quelqu'un qui a même demandé, ça coûte combien? En fait, ici, vous payez en fonction de ce que vous consommez. Les clouds aussi apporté une montée en charge instantanée et aussi une gestion automatisée. Et les résultats de Big Data est devenu accessible à tout le monde. Parlons des concepts des services Big Data Manager. Là, je le ferai juste à titre d'information. Ça, vraiment aussi aller en profondeur. Par définition, un service manager, c'est juste un service où le fournisseur cloud gère l'infrastructure, les mises à jour sont automatiques et il y a une haute disponibilité qui est intégrée. Et donc, vous vous concentrez sur la donnée, pas sur les serveurs. Et on avait dit qu'il y avait plusieurs fournisseurs du cloud qu'on avait. Je pense, là, on avait parlé ça du premier jour. On avait parlé de AWS d'Amazon, on avait parlé de Azure de Microsoft, on avait parlé des Google Cloud Platform de Google. Et les services managés vont vraiment nous servir à faire tout ce qu'il y a ici. Gérer l'infrastructure,
faire des mises à jour automatiques et chaque fois nos services seront disponibles. Voilà, je pense que les gens commencent à faire les feux d'artifice de Noël. Si vous entendez, il y a un peu de bruit à côté, probablement c'est à cause de ça. C'est que les clouds changent concrètement pour les data analysts. Avant, on était limité par la machine, des longs temps de calcul, des infrastructures complexes, les coûts qui étaient fixes, élevés. Mais aujourd'hui, avec les clouds, euh, on est juste limité par la logique. Les traitements sont distribués, les services sont prêts à l'emploi et les coûts sont maîtrisés parce que vous payez que par rapport à ce que vous consommez. Ce que vous devez retenir est que les clouds n'ont pas remplacé le big data, c'est plutôt complémentaire. Il a rendu simple, scalable et accessible. Le big data n'est pas réservé aux data engineers, comme je l'ai dit au début. Et les data analysts, ils jouent un rôle central, stratégique et décisionnel. Voilà, je crois que je suis à la fin des slides que j'ai prévus aujourd'hui. Je tenais à dire félicitations à tout le monde qui a pris part à ces lives. Et je pense aujourd'hui, vous avez quelques termes qui sont utilisés dans le monde de la big data. OK? Ce qu'il faut retenir est que la big data n'est pas juste beaucoup de données. Je me suis vraiment focalisé à ces 5 V du big data, notamment le volume, la vélocité, la variété, la véracité et la valeur. Et surtout, j'ai dit que le big data n'a pas de sens que s'il crée de la valeur. Et aussi, j'ai introduit des notions comme Hadoop, qui est la base historique, le Spark, qui est l'outil central pour l'analyse, et le Kafka pour l'analyse en temps réel. Déjà, demain, nous allons parler des stockages, des data lakes, un peu plus en profondeur, et les data warehouses dans les clouds. Demain aussi, nous parlerons des types de stockage, comment construire un data lake efficace. J'espère bien que mon data fabric sera fonctionnel pour vous montrer exactement comment tout fonctionne clairement. Nous parlerons des différents types de formats de données et nous parlerons aussi des bonnes pratiques de stockage pour l'analyse. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. J'espère que vous aviez appris quelque chose. Dans les quelques minutes qui restent, je vais essayer de voir s'il y a des questions, des préoccupations et ce sera la fin pour aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Il y a un ami qui nous a fait sa capture de fabrique. Voilà. Ça J'ai prenez aussi ça une comme... petite question, Oscar. Voilà. Je disais ça, prenez ça comme des data lakes. C'est ici où on va venir stocker. Si vous allez quelque part là, dans le menu, vous verrez quelque part, c'est écrit One Lake. Je pense, je reviendrai peut-être. Sinon, merci, c'est lui qui nous a partagé ça. Voilà. Alors, Monsieur Gaston, vous aviez une question, je vous écoute. Oui, bon, merci beaucoup, Monsieur Oscar. Merci beaucoup pour cette brave présentation. Je me disais, mais en fait, quand nous avions étudié les slides précédentes, pour ce qui est de MySQL, les Python, Stata, SPSS, et ainsi de suite, on avait à installer des applications. Je me demande, est-ce que pour les big data, les clouds big data, il y aura aussi une application qu'on va installer ou pas? Non, on n'aura pas installé des applications, mais tout va se passer dans les clouds, en ligne, en fait. Tout va se passer en ligne. S'il vous plaît, M. Oscar. Oui, je vous écoute. Monsieur Gaston, je pense que j'ai répondu à la question. On n'aura pas installé quelque chose, tout va se passer en ligne. S'il vous plaît, M. Oscar. Oui, je vous écoute.
monsieur. Nom de Dieu. Oui, monsieur Don des Dieux, vous avez la parole. Merci pour la brillante présentation. Ma question se pose plus sur l'écosystème Big Data. Là, j'ai vu, vous nous avez parlé de YAN, gestion de ressources et ordonnancement. Et après, vous nous avez parlé encore de YAN, HDFS, Hadoop, distributeur. Donc, je voulais plus savoir la différence entre ces DYAN, parce que là, je vois que c'est DYAN. Alors, j'avais un peu de confusion là-dessus, et je voulais plus savoir des précisions. Deuxièmement, hors la connexion, parce que vous savez, en RDC aussi, on a des fois des problèmes de la connexion. Est-ce qu'à dehors la connexion, on peut aussi utiliser l'interface des clouds ou bien télécharger les données, donc ajuster les données hors la connexion et télécharger encore vers cloud? Donc, c'était ça juste mes deux questions à savoir, monsieur le coach. Voilà. Première chose ici, je ne voulais pas écrire YAN, je voulais plutôt écrire HDFS, les Hadoop Distributed System. Même là, il y a une erreur. OK? Les YAN, c'est ici à la gestion des ressources. Et puis, il y a MapReduce. D'accord? Okay. Là, ça devrait être modifié. Deuxième chose, vous posez la question par rapport à la connexion Internet, c'est ça? S'il faut télécharger. Mais non. Donc, utiliser le cloud hors la connexion Internet comme nous faisons avec Power BI, Excel et ainsi de suite, en fait. Et c'est pourquoi même on parle du cloud. OK? Tout est stocké en ligne. Quand vous avez des données qui sont stockées en local, là, vous ne faites plus du big data. Vous ne faites pas du cloud et big data. Là, c'est juste des analyses classiques que vous faites. C'est ça. Imaginez, vous travaillez pour une banque. OK? OK. Les banques travaillent très souvent dans les big data. Et vous n'avez pas de connexion Internet. Il y a une personne qui effectue son retrait, ou bien il effectue une transaction, il retire l'argent dans la banque. Imaginez que la banque n'est pas connectée sur Internet, il travaille en local. Il fait ça dans un guichet A, dans une ville, et puis il va dans une autre ville où il fait les retraits. Comme les données ne sont pas synchronisées, ne sont pas stockées dans les clouds, la banque va perdre de l'argent parce qu'une seule personne aura fait plusieurs retraits. Et donc, il n'y a pas moyen qu'on fasse le big data en étant local. Sinon, on va commettre des erreurs et puis il y aura pas de résultats en temps réel, en fait. OK. D'accord, merci, coach. Voilà. Y a-t-il une autre question ou une autre préoccupation? Monsieur Marcel, vous avez la parole. Bonsoir, coach. Merci pour l'exposé. Juste une petite question, hein. Petite Mhm. confusion dans la tête. Je voudrais positionner un data center par rapport à ce que nous étudions. Parce que le data center fait office d'un cloud ou gère aussi les big data. J'ai un peu de confusion par rapport à ça. OK, une très bonne question. Est-ce que je peux écrire ici? Ici, je vous ai montré la vue globale d'une architecture Big Data moderne. OK? La première chose, est-ce que ça me permet d'écrire? Voilà. On commence toujours par collecter les données. Voilà. Par se connecter aux sources des données ici. On se connecte aux sources des données. OK? Et puis, d'ici jusqu'ici, ce sont les data engineers. Data
engineers, voilà, je fais DE, des data engineers qui gèrent ça, qui gèrent la connexion aux données, qui gèrent l'ingestion des données, qui gèrent même les data lakes, qui gèrent les traitements et les nettoyages des données avant, je dirais même jusqu'ici, OK? Avant qu'il y ait toute cette partie qui va venir par la suite. Les data analysts, les data engineers vont venir se connecter aux données qui ont été mises à disposition par les data engineers. Où est la place d'un data analyst, d'un data scientist? C'est ça votre question. Attends, je vais... Y a-t-il possibilité de... Oui. Attends, je vais ajouter un slide ici. Voilà. J'ajoute une diapositive là. Voilà. Comme ça va aller. La première chose, on se connecte aux données. Là, je vais mettre comme ça, comme les données. Ici, nous avons la source. Les data engineers nous aident à voir les données qui sont plus ou moins structurées. OK? Ici, j'ai un data engineer. Une fois que nous avons les données structurées, les data analysts va se connecter aux données pour pouvoir répondre à des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? OK? Combien de produits nous avons vendus? Combien des transactions ont été effectuées? Il essaie juste d'interroger ces données et trouver des réponses sans prédire quoi que ce soit. Alors qu'un data scientist va se connecter ici sur les données qui sont déjà structurées, qui ont été mis, que les data engineers a pu traiter et mis à notre disposition. Un data scientist, DS, va répondre aux questions de prédiction. Imaginez, vous travaillez dans une entreprise de vente, je ne sais pas, de vente des ordinateurs, disons, OK? Et vous travaillez en tant que data analyst. En tant que data analyst, vous répondez aux questions, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Combien des ordinateurs nous avons vendus en 2025? Alors qu'un data scientist va répondre à la question, comme nous avons vendu, disons, une certaine quantité, combien allons-nous vendre en 2026? Les data scientists vont utiliser le même données que les data analysts a utilisé pour pouvoir prédire. Ici, on est dans la prédiction. Alors que les data analysts est dans la présentation de faits qui sont arrivés. Et les data engineers, lui, nous donne accès aux données. Il nettoie les données, il les structure pour que les data analysts ou les data scientists puissent les utiliser. Est-ce que c'est clair, Monsieur Marcel? Oui. C'est vrai, c'est technique, mais j'ai quand même compris le principe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, y a-t-il une autre question? Oui, je vois Monsieur Jonadab qui lève la main. Monsieur Jonadab. Oui, je vous écoute. Merci beaucoup pour la parole, hein. Je Ouais. voulais juste savoir si l'utilisation ou la manipulation du cloud et du big data pourra tout à fait nous demander les frais ou pas. Oui, ça demande le frais. Et c'est votre entreprise qui paye ça. Parce que les données vont être stockées sur les clouds, disons, en ligne sur Internet. Et les fournisseurs là qui vous permettent de pouvoir stocker vos données en ligne, vous le payez en fonction des données que vous stockez. Et là, j'avais présenté différents fournisseurs du cloud, OK? Les top 3 du cloud, hein. J'avais parlé de
Amazon Web Service, j'avais parlé de Microsoft et Microsoft Azure et j'avais parlé du Google Cloud Platform. Les trois ici sont les top 3. Et c'est payant. Donc, si vous venez, je ne sais pas si je prends par exemple les AWS, laisse-moi écrire combien coûte AWS. Normalement, ça dépend. Hein. Je ne sais pas combien va mettre ici. Mais comme vous pouvez voir ici, il dit les coûts d'Amazon Web Service comme une facture CP au fait est variable et basé sur l'utilisation. Voilà. Les coûts est variable et basé sur l'utilisation, comme une facture d'électricité. Vous payez pour les services spécifiques que vous consommez. OK? Et je ne sais pas si on aura le temps de les voir. Par exemple, sur Amazon Web Service, ça offre plusieurs services. Avec les S3, ça peut coûter 0,023 $ par gigaoctet. OK? C'est vraiment pas beaucoup. Et des fois, ils donnent beaucoup de forfaits gratuits que vous pouvez utiliser. Mais c'est payant. Et normalement, c'est votre entreprise qui stocke ces données en ligne qui paye pour ça. OK? Mais quand même, pour ceux qui veulent apprendre, il y a toujours des versions d'essai et des limites qui sont données. OK? OK. Monsieur Steve, vous avez la parole. Monsieur Steve, est-ce que vous m'entendez? Vous avez la parole, monsieur Steve. Oui, je vous entends, je vous entends. Là, vous m'entendez, j'espère? Oui, oui, je vous attends Alors, très bien. Quelle est votre situation? ok. Excusez-moi, c'est juste une question qui est un peu floue dans ma tête. Je me suis posé la question. Comme j'ai toujours dit, je ne suis pas trop dans des trucs informatiques, mais par rapport à la première formation que vous avez donnée sur Excel et Power BI, ça m'a vraiment intéressé. Voilà pourquoi j'ai continué aussi avec celui-là. C'est juste que hier, avant vous avez parlé des clouds, où on a parlé comme vous venez de dire là, pour les Azure, les Microsoft, les Azure, les AWS, pour le stockage de données. Bon, est-ce que les compagnies telles que, si je peux peut-être prendre Brazza et Kinshasa, bon, ils sont là sur MTN et puis et d'autres compagnies, là, RTL, est-ce qu'eux, ils sont toujours là à stocker les données en utilisant les serveurs ou bien c'est juste directement dans les clouds? C'est un peu... Parce qu'il y a une société, j'ai des amis à Brazza, j'ai demandé, ils me disent que non, mais bon, ils utilisent encore les serveurs et puis ils ont encore le cloud. Les clouds utilisent Azure. Donc, c'est juste un peu, pour moi, un peu flou, quoi. Est-ce que. Voilà. Allô? Bon, voilà, je comprends bien. Je ne sais pas, ça dépend d'une entreprise à une autre. Ils vont utiliser soit Les deux. le 2, soit Oui, euh, vraiment, ça dépend d'une entreprise à une autre. Moi, j'essaie de prendre par exemple une banque. Une banque qui oui, a des succursales dans plusieurs villes du pays. oui, Et ils doivent avoir tous une vérité commune. Donc, si, par exemple, moi, je suis de la RDC. Je prends par exemple la banque, je ne sais pas, Eurobank. Si vous êtes à Lumbashi et que vous vérifiez votre solde, les montants que vous voyez doivent être le même si vous êtes à Kinshasa, si vous êtes, je ne sais pas, à Goma, si vous êtes n'importe quel coin du pays. OK? Et d'accord. ça, c'est parce que les données ou bien les informations sont stockées en ligne, sont stockées sur un serveur qui est distant dans les clouds.
Imaginez Cloud, si oui, vous c'est ça. avez cette information juste dans les serveurs locaux. Quand vous sortez de ces réseaux, donc vous n'avez pas une information qui est vraie. Quand il te dit qu'il stocke sur Azure, Microsoft Azure, sachez que ça, c'est dans les clouds directement. Ce n'est pas stocké en local. Il y a certaines informations qui sont stockées en local. Il y a d'autres informations qui sont stockées dans les clouds. D'accord, d'accord, je comprends maintenant. Parce qu'en fait, pour moi, je me dis que c'est mieux d'aller dans le cloud, puisqu'aujourd'hui, comme ces choses-là utilisent beaucoup de données, des codes, l'autre là, et avec le cloud, c'est vrai, comme vous avez expliqué là par rapport aux banques, que vous êtes à Lubumbashi et à Kinshasa, et les soldes et tout, c'est la même chose. Et j'espère que le cloud était l'autre là, mais mieux que, comme on me dit que non, nous utilisons encore les serveurs. Et puis j'ai trouvé ça un peu hier, je me suis dit, ah mais comment ça va? Mais peut-être je vais encore poser la question à Oscar, qu'est-ce qu'il va me dire là-dessus? Mais merci, j'ai bien compris, surtout l'exemple de banque m'a beaucoup, vous m'avez beaucoup clarifié. D'accord, mais aussi, bon, je ne vais pas nier qu'il ne peut pas utiliser. Il y a d'autres Oui, informations que vous n'avez pas mis sur les clouds. Ces informations doivent oui, rester internes dans votre serveur local. Il y a des informations qui sont top secrets. Et quand quelque chose va sur Internet, même si on dit que c'est crypté, il y a d'autres oui, informations. Vous allez à la banque et vous disent non, nous, on n'a pas d'informations. On va contacter les services centraux. Je n'ai pas encore l'exemple de la banque. Il y a certaines oui, oui. informations que vous voulez aller chercher. Vous disent que en province, non, on n'a pas la bonne information à vous donner. On Oui. va envoyer votre demande au niveau central. C'est eux qui ont des informations dans les serveur local pour pouvoir répondre à votre préoccupation. Donc, il y a d'autres informations qui sont très sensibles qu'on ne stocke pas dans les clouds et on garde ça dans des serveurs internes à l'entreprise. D'accord. Merci, vraiment merci, merci. Merci. C'est très bien compris. D'accord. On finit avec M. Dalio. Monsieur Mamadou Aliou Dalio, vous avez la parole. Très content d'avoir assisté parce que avec ces arts de formation, tu vas voir en réalité qu'est-ce que tu fais dans la vie, comme ça. Pour clarifier les choses avec celui-ci, mon ami là, c'est que quand il s'agit avec des données, parfois quand tu vas pour acheter des puces, il faut qu'il crée parce qu'il y a des backbones qu'ils vont mettre en place. Tout ça, c'est relié par des grands serveurs. C'est ça, il faut commencer par des grands serveurs. Tu vas voir ici, quand on communique ici, ça se trouve que les bases de données, ça se trouve aux États-Unis. Il y a les panneaux, il y a les câbles sous-marins qui vont venir jusque dans ton pays comme ça. Ils vont souscrire et puis après, ils vont installer ça dans des serveurs stockés. Et puis après, il y aura des fournisseurs encore internes qui vont allouer et ils vont allouer là-bas encore pour mettre ça dans ton pays comme ça, pour pouvoir être accès à la communication. Il va y avoir une antenne ici de backbone. Il y a une antenne en blanc comme ça. Parce que moi, j'avais fait l'informatique, c'est l'informatique de l'installation de l'informatique, l'installation de backbone. Tout ça là, il faut qu'il aille, il y a des data ingénieurs et data analystes qui vont s'asseoir dans le bureau. Ils vont configurer en sorte que
pour pouvoir communiquer avec les autres de l'étranger. Parce que quand on ne configure pas, on n'aura pas les accès à la connexion. C'est pour cela que je voulais clarifier ces genres de soucis. Il faut fortement avoir un grand serveur, des grands serveurs que beaucoup de personnes, il y a d'autres personnes qui ne dorment pas et puis qui contrôlent chaque jour les accès, la sécurité, tout ça là, c'est des portes. Parce que quand on pagaille avec ça, ça veut dire toutes les personnes qui vont avoir les accès de ça, ils vont être arnaqués, puis de toutes ces ressources, manger tout ce qui les appartient. C'est pour cela qu'il y a de cybersécurité encore. C'est pour cela. Je te remercie, mon ami. D'accord, merci beaucoup, monsieur Diallo, pour ta contribution. Voilà. Ok, je vois monsieur Steve qui lève la main. Monsieur Steve, il y a encore une autre question. Parce que j'aimerais vous demander, j'étais en train de réfléchir là-dessus, avant même que monsieur Steve pose sa question. Cette année, nous avions travaillé plus sur l'analyse des données. Je suis en train de réfléchir si l'année prochaine, nous fassions un parcours data engineer, parce que ça aussi, c'est en vogue actuellement. OK, c'est en vogue avec la montée de l'intelligence artificielle. Les profils data engineer sont aussi trop recherchés en entreprise actuellement. Je suis en train de réfléchir s'il faut qu'on organise, comme on l'a fait avec la data analyst pour 2025, que 2026 soit pour les data engineers. Et puis, peut-être l'autre année, on pourra aller sur la data science. Comment vous pensez, les amis? Est-ce qu'en 2026, nous faisons devenir data engineer ou bien devenir data scientist? Vous pouvez m'écrire dans les chats, je vais voir ce que vous pensez qu'on peut faire cette année qui va venir. Ici, il y a plusieurs outils, hein. On a dit qu'il faut maîtriser Excel, Power BI, SQL. Déjà, les éléments qu'on a appris ici vont nous servir, que ce soit en data engineer ou en data science. Mais pour 2026, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Des formations sur data engineering ou bien sur la data science? Je vais voir dans les chats. Écrivez soit DE ou DS. DE pour data engineer, DS pour data science. C'est que je verrai le plus. On va faire un plan pour ça et commencer à vous partager des informations par rapport à ça. Je vais voir dans les chats. Data science, data engineering, data engineering, data engineering, data. Voilà. C'est cool. Je vois ce que vous demandez et on essaiera de voir. Et puis, la vidéo sera sur YouTube. Si vous nous suivez sur YouTube, écrivez juste un commentaire. Je vais essayer de voir ce qui est plus demandé et ça va aller. Bien que la vérité est que pour être data engineer, c'est un peu plus technique. Là, ça va demander beaucoup de Python, PySpark. Ça sera un peu plus évolué que ce qu'on avait fait ici et plus technique. Voilà. Parce que ici, c'est là où on passe plus de temps des traitements des données, se connecter aux sources pour pouvoir mettre à disposition des données structurées aux data analystes et aux data scientists. Voilà, déjà la tendance que je vois ici dans les chats. Le 2, on ne peut pas le faire dans une année. Je ne peux pas vous mentir que le 2, on peut le faire dans une année. Voilà. Voilà. Monsieur Oscar. Oh, oui, avant que je prenne vous, monsieur Diallo, je vais plutôt prendre monsieur Steve qui avait levé la main bien avant. D'accord. Ouais. Coach, je m'excuse, en fait, je revenais parce que en fait, le monsieur qui venait de parler après moi, là,
il a souligné un peu un truc de backbone et tout ça là. Est-ce que pouvait être un peu bien explicite? Je pense qu'il a appuyé ce que vous avez dit, parce qu'en fait, si je vois bien que pour les grandes entreprises, il est aussi primordial d'avoir les serveurs, comme vous l'avez expliqué, les serveurs, pour garder certaines données, pour sécuriser un peu certaines données par rapport au cloud. Peut-être au cloud, comme vous l'avez dit, que c'est comme des trucs publics, que vous avez expliqué la dernière fois pour des bus qu'on prend, qui sont, tout le monde peut rentrer. Qu'est-ce qui est plus, qui a plus de sécurité par rapport à... C'est parce qu'il a parlé un peu de backbone, tu vois, un peu dans les systèmes de télécommunication, comme les Airtel et tout ça là, qui gèrent les antennes, il y a les antennes de relais, les antennes de backbone. Donc, j'aimerais un peu savoir, donc, plus par rapport aux données, ils ont plus de sécurité avec les serveurs locaux tels que avoir des grands serveurs que de mettre tous les données dans le cloud. C'est ça ma question. Voilà. Voilà. Je pense que cette discussion va nous amener encore dans une trentaine de minutes. Pourtant, déjà, on a dépassé les heures qu'on devrait prendre. Mais je pense qu'on va continuer la discussion dans le groupe. Mais Pas de pour souci, être pas de souci. direct un peu, ce que je vais dire, les clouds, c'est moins cher à mettre en place que, D'accord. que le faire en local. Ouais, ok, ok. Donc, en fait, les clouds a ses avantages et le local a ses avantages. En local, vous contrôlez tout, OK? Vous Oui. contrôlez tout, vous gérez tout. Il y a la sécurité, vous vous rassurez vraiment que tout est bien sécurisé. Oui. Mais c'est un peu coûteux de mettre en place ces serveurs. Et vous devez les alimenter. 24 sur 24, 7 jours sur 7 soient allumés. Sinon, quand vos serveurs Oui. sont éteints, vous n'allez pas y accéder, au fait. Ouais. Et est-ce que vous En pouvez me ligne, faire aussi le donner? oui. En ligne, ça demande que vous payiez pour les services que vous utilisez Oui. dans les clouds. OK? Bien que ça ne soit pas trop cher, mais au moins vous payez. Oui. Et je pense que vous connaissez le fondateur de Amazon. Vous connaissez le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Non. Yeah. Yeah, ok. Oui, Jeff Bezos, il est devenu l'homme le plus riche. Certains croient qu'il est devenu l'homme le plus riche à un moment du monde à cause des Amazon seulement, mais plutôt c'est à cause des Amazon Web Des Services. clouds. Oui, c'est à cause du cloud parce que les entreprises payent vraiment beaucoup d'argent pour pouvoir utiliser ces services-là qu'ils offrent les AWS. Oui. OK? Ok, merci, Voilà. coach. Merci. Je Merci. pense que la discussion pourrait continuer dans le groupe avec les amis. Sinon, je vis vos suggestions et voilà, on va continuer demain. Si vous avez le temps, actuellement, il n'y a pas de vidéo. Donc, à part les lives, il n'y a pas d'autres vidéos que je vous dis d'aller suivre. Si vous avez le temps, vous pouvez discuter avec ChatGPT par rapport à tout ce qu'on a dit. Vous pouvez aller sur ChatGPT et lui dire, OK, comment je ferai ça? Euh, OK. Vous lui dites, qu'est-ce que vous allez lui dire? Agis comme un expert en cloud et big data pour l'analyse des données. J'apprends ces domaines et j'aimerais vraiment comprendre comment cela fonctionne. Fais-moi un cours complet et apprends-moi pas à pas.
il va vous générer un cours, il va commencer à vous enseigner pas à pas. S'il y a des questions, vous posez et vous évoluez comme ça. Donc, ce n'est pas juste ce que moi je vais donner dans les slides que je donne ou bien dans les discussions que nous faisons, mais aussi vous pouvez utiliser cet outil pour pouvoir apprendre encore plus. Aujourd'hui, l'information est accessible. C'est savoir qu'est-ce que vous allez chercher, avoir les grands titres de ce que vous allez chercher, et puis ChatGPT peut vous donner toutes les autres informations. Bien que je n'ai pas trouvé sur YouTube francophone trop d'informations par rapport au cloud de Big Data pour l'analyse des données, je pense que mes vidéos sont le premier qui parle du cloud de Big Data, les deux termes combinés pour l'analyse des données sur le YouTube francophone. Mais quand même, dans le YouTube anglophone, vous pouvez trouver pas mal de choses. Et ce que vous pouvez faire au-delà de ce que je vous donne, c'est juste utiliser GPT, revenir dans les groupes, poser des questions et ne pas manquer les lives, contribuer, poser des questions. Et c'est comme ça que nous alimentons aussi les YouTube francophones. S'il vous plaît, monsieur Oscar. Oui, monsieur Gaston. Excusez peut-être de revenir, mais je me demande, bon, moi j'utilise le chat GPT, mais parfois on me demande que les limites, j'ai atteint les limites, il faut que je passe dans le chat GPT, plus il faut que je paye. Pas comment je vais me comporter par rapport à cette situation-là. Vous payez ou soit vous utilisez un autre outil comme... vous pouvez même utiliser Gemini, gemini.google.com. OK? D'accord. OK. Gemini.google.com. Je pense que lui, là, ne demande pas trop de payer. Et rassurez-vous que vous utilisez la version sur ordinateur et non sur téléphone, ou pas une application sur téléphone, à moins que vous utilisez l'application officielle. Les amis, je pense qu'on va mettre fin à ces lives pour que demain nous ayons la force de continuer. Les autres questions, Merci. continuer dans le groupe. N'est-ce pas ça, monsieur Diakité? Monsieur Jonadab, on continue dans le groupe pour ne pas rendre la vidéo trop longue pour ceux qui vont la suivre sur YouTube. Sinon, au revoir. Lequel le groupe WhatsApp ou non? On est sur WhatsApp, on est sur Telegram, on est ici sur Telegram, OK? Et aussi, on est sur WhatsApp. Le problème avec WhatsApp est qu'il est presque plein. Il n'y a pas, je peux voir 1000 quelques fentes. Bien qu'on ait plusieurs groupes, mais c'est plein. Mais ici sur Telegram, c'est toujours disponible, vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Et si vous avez des questions, vous y posez en temps convenable, on va y répondre. D'accord. Merci. Merci, excellente soirée à tous. Meilleure vie encore et puis tout le bonheur à vous. Joyeux Noël à tous les chrétiens et je vous souhaite tout le meilleur du monde. On se revoit demain avec la même énergie. Merci et au revoir. Merci. Merci. Thank you very much. Thank you so much. Have a good night.